Comment on gère de l'épargne, effectivement, dans un monde beaucoup plus volatile sur le plan politique, sur le plan macroéconomique aussi, peut-être, Igor. La question n'est pas nouvelle, mais c'est vrai qu'encore une fois, au terme de cette année 2024, avant d'entrer dans 2025, je me dis que c'est quand même un facteur qui domine aujourd'hui au moins les esprits des investisseurs. Moi qui ai toujours un point de vue un tout petit peu provocateur, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'instabilité politique. Il y a plus une alternance politique, puisque aux États-Unis, ce n'est pas une instabilité. Il y a un pouvoir républicain, toutes les chambres, vote populaire, vote de collège des électeurs. Donc ça, c'est une alternance. Au Royaume-Uni, c'est une alternance. Il y a une instabilité qui a été provoquée par nous-mêmes en France. Il y a une instabilité, effectivement, en Allemagne, mais en Italie, il n'y en a pas. En Espagne, il n'y en a pas. En Inde, il n'y en a pas eu. Bon, en Russie, si tant est que l'élection puisse être comparée. Mais enfin, en Ukraine, l'élection présidentielle n'a pas été faite, alors qu'il devait y avoir une. Donc, moi, je dirais qu'il y a des zones d'instabilité qui sont maintenant au grand jour, à côté de zones d'alternance où il y a des mouvements de tectonique de plaques économiques et financières, monétaires qui sont en train de changer. La macroéconomie, il n'y a pas trop de volatilité. C'est une reprise qui est un peu molle. En Europe, on est toujours dans une espèce de dichotomie entre le très au sud, le très au nord, et puis le cœur qui végète. Donc, non, c'est une année où même la volatilité des marchés n'a pas été exceptionnelle. Action. Bon, les taux, c'est plus lié au changement de politique monétaire que réellement au momentum économique. C'est très difficile de descendre. Enfin, moi, je pense qu'on aurait dû aller plus vite parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de croissance. Donc, il faut un peu stimuler la croissance. Mais comme on est allé très haut, très vite, c'est aussi compliqué de descendre très vite parce que ça fait aussi peur. Bon, si les conflits militaires s'apaisent, se calment, c'est peut-être un espoir de stabilité pour 2025, 2026. On sait pas. Un mot là-dessus, parce que c'est vrai que l'Ukraine, ça va s'arrêter. Il y a la Syrie, bon, on ne sait jamais, parce que c'est quand même une zone... Mais il y a eu cette paix fragile avec le Liban, entre Israël, il y a quand même des discussions sur Gaza. Donc ça peut calmer un petit peu la sphère géostratégique. Après, les marchés financiers, ils aiment la guerre, ils l'ont montré. L'économie américaine, elle aime la guerre. On le dit, les dépenses militaires et le consortium militaro-industriel tournent à plein depuis 2-3 ans maintenant. Donc, bon, c'est triste à dire, mais c'est quand même des sujets... Les économies de conflit, alors de guerre, que l'Ukraine soit en économie de guerre, j'entends, bon, les États-Unis dans une économie de tension, de conflit ou de conflictualité, vous dites oui, sur le plan macroéconomique et sur le plan des marchés, c'est des opportunités pour les investisseurs. Les dépenses militaires mondiales sont au plus haut historique totalisé dans tous les pays. Donc ça fait quand même marcher des usines et des emplois. Donc malheureusement, on aime bien se faire la guerre. Mais quand même pour... Et à ce titre-là, c'est quoi la réflexion qu'on a si jamais effectivement le conflit russo-ukrainien est stoppé par Trump dès Day One, comme il nous le promet et comme il réaffirme encore la possibilité ce week-end. Je veux dire, qu'est-ce que ça change pour l'investisseur en Europe ? Bon, ça peut changer la dynamique sur les matières premières, éventuellement. Ça peut aussi changer comme une dynamique budgétaire, parce que l'Europe envoie beaucoup d'argent. Donc, c'est aussi un peu notre argent. Après, il faut voir quel est le terme de l'accord. J'entends. Et puis, si c'est pour récupérer un poids tout de suite dans l'Union européenne, je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup les finances publiques globales. Donc, en tout cas, c'est une zone où le commerce pourra revenir. Et c'est quand même une zone assez clé, cette zone. Puis, je ne parle pas la zone en dessous, canal de Suez, etc. Bon, je pense que c'est quand même toujours mieux, sachant qu'on a un paysage douanier qui va se durcir, qu'on ait une globalisation qui revient un peu à un mode normal. C'est-à-dire que, bon, il faudra quand même qu'on puisse, entre grandes puissances, se parler et commercer. Parce que c'est ça qui, quand même, alimente... Sortir du conflit de haute intensité, comme disent les spécialistes, ce serait quand même plutôt une bonne nouvelle. Je mets de côté, évidemment, les dommages humains sur le terrain. Les États-Unis et l'Europe, on ne va pas pouvoir vivre sans les Chinois, les Indiens et les Russes. Enfin, il va falloir qu'on trouve des moyens de communication. Un excès de pessimisme là en Europe, en France sur le CAC, là ça fait 7-8 séances que le CAC se stabilise, rebondit un peu, ça nous dit quand même quelque chose, Igor ? Moi je pense que ma sérénité elle vient surtout de l'expérience sur la zone euro qui a connu quand même des moments extrêmement difficiles auparavant, après qu'il y ait une instabilité très caractéristique française et puis je dirais ponctuelle en Allemagne. Bon, c'est aussi la vie des systèmes politiques.
quand on regarde ce qui s'est passé sur les marchés actions, la peur de l'alternance ou de l'instabilité, ça n'a pas empêché les marchés dominants, c'est-à-dire les marchés américains. Pourquoi ils sont favorisés? Parce que certes, les actions américaines sont hautes, chères, mais incontournables, et tous les flux y vont. Donc, on est dans un marché. Donc, si les flux partent d'un endroit à un autre, ça a baissé. Après, je suis d'accord, les sociétés internationales européennes, là, elles sont achetables. D'accord. Celles qui sont avec le même périmètre, des sociétés leaders, des bons produits, clairement. Il y a des comparables européens là qui sont vraiment intéressants à regarder. Trop européennes ou qui sont exposées à des thématiques type l'automobile ou le luxe, donc la Chine en fait, un peu plus l'électrique, là, c'est une dynamique un peu différente, mais vraiment les plateformes mondiales, qu'elles soient cotées en Europe ou aux États-Unis, sont les mêmes métriques de marge, il n'y a aucune raison. Et là, il y a, à mon avis, trop de pessimisme et il faut rentrer. Alors, en décembre, peut-être pas. On a aussi un peu de temps. Hein. Je veux dire, l'Europe, elle ne démarre pas comme ça en prenant 40%. Hein. Non, mais le marché peut aller vite sur des histoires comme ça. Hein. Oui, alors c'est quand même des macro thèmes. Schneider, il faut que la croissance mondiale soit quand même là. C'est des thèmes à diffusion lente. Parce qu'on voit de plus en plus le marché. Elles sont partout. Oui. Donc, il faut que partout, ça marche un peu. Le marché joue parfois très vite la fin de l'histoire, aujourd'hui. Dans des marchés algorithmés, etc., ça peut aussi aller très vite. Mais là, vous dites, on a du temps quand même pour se repositionner. Là, on dit toujours aux clients qu'ils ont du temps parce qu'on ne peut jamais acheter au plus bas et au plus haut. Donc, il faut vendre, il faut acheter. Mais là, c'est vraiment un thème des grandes valeurs internationales cotées en Europe qui ont des bons modèles économiques et des positions de leadership. Ça, c'est à mon sens, aujourd'hui, on peut mettre... Et puis peut-être même les petites et moyennes entreprises, parce qu'elles sont toujours très, très décotées et qu'elles vont finir par disparaître, être retirées de la cote à un moment ou à un autre. Hein, parce que c'est ça, le risque pour un investisseur boursier, c'est qu'un jour, il y en a un plus malin sur le non-coté qui dit, bon, ça ne sert à rien de la laisser en bourse. Et on est au point où soit elles rebondissent, soit elles se font sortir, Oui, puis il y a des gens qui n'ont plus envie d'être en bourse parce qu'ils voient leur cours de bourse, des familles, des patrons en disant je ne vais pas communiquer tous les trimestres tout mon business plan à mes concurrents qui sont de mon côté pour être valorisé 5 fois le bénéfice de l'année. Donc c'est un marché. Donc bon, je pense qu'il y a plutôt des opportunités. Malheureusement, il faut dire aux gens que c'est quand ça va un peu plus mal qu'il y a des opportunités. On attend les tarifs douaniers, mais il y a l'Ukraine. Mais effectivement, le vote en Allemagne, il ne va peut-être pas être si catastrophique. Le pire n'est jamais certain et vendre Armageddon a toujours été pour moi un très mauvais conseil aux investisseurs. Après, il y a des grandes crises. 2007, 2008, c'est des grandes crises. Voilà, les années 30 aussi. Mais il n'y en a pas quand même tous les 2-3 ans. Igor, sur les premiers pas de Donald Trump, ça y est, c'est fait. Enfin, je veux dire, plus disrupteur au premier mandat qu'au second. Puisque au second, en fait, déjà, il est connu. Ses méthodes sont connues. Et qu'il a en plus, aujourd'hui, une plateforme qui est plus stable. Et je ne sais pas s'il a besoin d'être plus disrupteur que ça. Après, les mesures nouvelles, et là, il y a peut-être politiquement une ère nouvelle de la démocratie, le sujet des flux migratoires qui sont inabsorbables si on les démultiplie. Il y a le sujet démographique, il y a tout un tas de sujets qui sont fondamentaux pour toute démocratie, tout pays, toute communauté. Donc je pense que lui, il est très intéressé par adresser ces sujets-là. Après, c'est un businessman, il va faire ce qu'il faut. Un président américain est toujours pro-business, pro-américain, qu'il soit démocrate. Peut-être même quand il est démocrate, il est encore plus pro-américain. Mais à vouloir être trop pro-business, est-ce qu'il écouterait le message des marchés si à un moment les marchés venaient lui dire oui, enfin réindustrialiser en mettant les migrants dehors, faire baisser les prix en faisant des baisses d'impôts, maîtriser les finances publiques en continuant là aussi de baisser la fiscalité, ça va être compliqué, monsieur Trump. Le taux à 4,10 ou 4,15, c'est pas le bon prix. On va vous le mettre à 5, 5,25, 5,50. Oui, franchement, il y a Donald Trump et puis il y a tous les gens en dessous et puis il y a encore les gens en dessous. Et puis, bon, les États-Unis, c'est pas juste le président. Le président n'a pas tant de pouvoir que ça, finalement. J'entends. Mais et il a nommé lui-même des garde-fous autour de lui. Alors. Je suis pas ni un pro-américain ni pro-Trump, pro-Kamala Harris, mais je dis simplement qu'il faut être pragmatique. C'est des gens, c'est la première puissance économique du monde. Elle dirige tout. Les Américains n'ont pas besoin d'épargner parce que nous, on dirige toute notre épargne chez eux et on finance leur bêtises comme leur réussite puisqu'on finance leur budget. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas d'erreur de trajectoire monétaire. Ça que ce soit chez eux ou chez nous, c'est ça. Donc la balle est dans le camp de Powell, quoi. En fait, il y a deux choses qui sont terribles pour les marchés financiers. C'est le surendettement des agents publics, privés, ménages, entreprises, et l'erreur de trajectoire monétaire, où à un moment, le marché ne comprend plus la direction, le coût de l'argent est beaucoup trop cher, subitement,
ou alors il n'est pas assez cher et tout le monde s'endette. Ouais, et ça a déjà été fait dans le passé. Et ça, il faudra surveiller. Mais sur le rythme de croissance, en Europe, on n'a pas beaucoup de potentiel. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. En Chine, il y en a beaucoup moins qu'avant. Et puis, si on enlève un peu les verrous géostratégiques, militaires, un peu à droite à gauche, ça peut que aider. Alors après, il faut que la machine américaine fonctionne. Hein. C'est elle qui tire tous les mouvements macroéconomiques. Aujourd'hui. Bon. En quoi la Chine c'est important là pour un investisseur? Est-ce que ça offre d'ailleurs une opportunité d'acheter des valeurs chinoises là? Est-ce que c'est un moment pour le faire? Déjà. Elles ont bien rebondi. Bon. Donc c'est déjà fait en partie. Bon, la Chine c'est quand même pas un marché d'une maturité comme le nôtre ou les États-Unis. Bon, ça avait été très lâché par tous les investisseurs. Là, on est revenu, mais moi je partage l'avis sur un plan de relance. Le problème du système économique chinois, c'est que le consommateur chinois n'a pas de zone de liberté individuelle au sens où on l'entend nous. Donc c'est très difficile de faire une relance ciblée avec des créations d'entreprises, le crédit, etc. C'est des systèmes qui sont très étatiques, donc il y a beaucoup d'argent sur des grands programmes, mais en fait, pour qu'il y ait un marché de consommation interne qui se dynamise, il faut que le consommateur il ait en fait un éventail de libertés individuelles. C'est comme ça, c'est ni mal ni bien, c'est ce qu'on a remarqué dans tous les systèmes démocratiques capitalistes. Voilà, donc il faut pas en déversant de l'argent dans un pot qui est percé. Donc ça leur manque. Je n'ai pas dit que c'était bien ou mal, j'ai dit que c'est ce qu'ils faisaient, c'est leur système. Donc c'est bien de rappeler la base. Oui. La base, c'est que non mais voilà, pour entreprendre, il faut avoir aussi de la certitude du cadre fiscal. On le voit très bien en France. Le venture capitaliste chinois s'est effondré, réduit à zéro, à néant. C'est fini. Voilà. L'esprit d'entreprise, l'esprit d'investissement capitaliste qui s'était développé a été laminé quand même. Donc c'est pour ça qu'on a 4% de croissance, c'est plus 10. Il y a des explications et on prend la démographie en plus. Bon, mais la Chine, ça reste le deuxième PIB mondial, hein, avec 15%. 4%. Mais c'est un thème pour des actions européennes. Je sais pas, le luxe qui rebondit. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce qu'on fait une bonne lecture en se disant tiens, une Chine qui se stabilise, c'est bon pour le luxe? Un peu de trading, Chine va bien, j'achète du luxe, mais en fait il faut que les Chinois achètent des produits de luxe, donc il faut qu'ils voyagent ou qu'ils en achètent. Donc il y a encore une autre étape. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Igor Demac, Vital Épargne, Kevin Tozet, Carmignac et François Cabot. AXA IM était avec nous en plateau.